Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va parler des navigants, ces pilotes, ces hôtesses qui nous aident à voyager, qui nous servent et qui sont assujettis à un certain nombre de réglementations, comme tout le monde, de manière à assurer notre sécurité. Et bien sûr, on met nos vies entre leurs mains, ça, ils garantissent la confiance. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc trois personnes, deux commandants de bord. euh, Stéphane qui est sur le plateau. Bonjour Stéphane. Bonjour Xavier. Laurent qui est en duplex, en Zoom. Bonjour Laurent. Et, Bonjour Xavier. et Patrick qui est donc pilote aussi en duplex. Bonjour Patrick. Bonjour Xavier. Et merci beaucoup de nous donner donc de votre temps aujourd'hui. On va parler de la confiance et la première des questions qu'on peut se poser, c'est on fait cette interview de manière anonyme, de manière à ce que vous ne puissiez pas être identifié. Alors, on pourrait dire que un pilote, quand il est dans le cockpit, on ne le voit pas et on lui fait confiance. Mais Stéphane, j'aimerais comprendre pourquoi vous avez décidé de témoigner chez François et aussi pourquoi vous le faites de manière anonyme, en fait. Vous savez Xavier, je pense que nous tous ici, on aurait préféré témoigner à visage découvert. Si je vais plus loin, je dirais même qu'on aurait aimé ne pas avoir à témoigner du tout. Il faut savoir que les pilotes, dans toutes les compagnies aériennes, notamment en France, mais notamment dans le monde, on est soumis à un devoir de confidentialité. C'est-à-dire que lorsqu'on s'exprime sur ce sujet de l'aviation, de l'aéronautique notamment, et qu'on parle de sécurité, on peut rapidement engager la parole de nos compagnies respectives, et à ce titre, on n'est pas autorisé à parler sans l'autorisation de nos compagnies. Aujourd'hui, nous le faisons de notre plein gré en tant que citoyen, en tant que pilote, euh, il y a une deuxième raison aussi pour laquelle nous souhaitons témoigner de manière anonyme, c'est que, on le sait tous, le sujet de la vaccination des effets secondaires est un sujet très sensible qui suscite souvent des débats animés dans les dîners et en famille. Eh bien, c'est la même chose dans les cockpits. En revanche, dans les cockpits, on ne peut pas se permettre des discussions animées. Donc, c'est un sujet qui est un peu tabou et dont on ne discute pas dans les cockpits de manière à assurer la sécurité. Donc, à ce titre, on souhaite ne pas être reconnu de manière à ne pas avoir effectivement des problèmes ou des problèmes de sécurité des vols avec nos collègues avec qui nous volons tous les jours. Écoutez, donc c'est très clair de mon point de vue. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir le courage, on va dire, de venir témoigner, puisqu'on va adresser, comme vous avez dit, ces problématiques. Peut-être avant de revenir sur la problématique de la vaccination, l'aérien, comme le tourisme, s'est mis à, on va dire, à zéro avec le confinement. C'est-à-dire que tout s'est arrêté. Les vols sont arrêtés. Et pendant un moment, il n'y avait plus de vols de tourisme entre les divers pays. Il y a eu une forme de mort clinique, on va dire, de cette industrie qui a été fortement aidée par les gouvernements de manière à pouvoir la reprendre. Donc, quand on arrive à la sortie du confinement, quand on arrive avec une solution, on va dire, vaccinale qui est miracle, c'est quelque part un effet d'aubaine pour tout le monde. Donc, en fait, l'aérien a quand même repris très vite au travers de tout ça. Et je crois que, Laurent, vous voulez nous en dire quelques mots à ce sujet. Alors oui, vous avez raison, Xavier, l'aérien a été à l'arrêt et donc comme un patient en état de mort cérébrale et il a été réanimé avec la réouverture des frontières au travers de la vaccination. On va dire que la vaccination a été une solution miraculeuse à la fois pour l'aérien et pour l'économie en général. Je dirais que l'aérien est un peu comme le sang dans un corps. C'est celui qui permet de faire les échanges, qui fait les échanges économiques, qui fait les échanges commerciaux. Et donc, tout le monde a suivi un peu comme un seul homme cette aubaine, cette solution miracle. Malheureusement, après cet effet d'aubaine, sont venus les effets secondaires. Et nous avons beaucoup de nos collègues qui ont eu des gros soucis de santé, voire qui ont perdu leur licence. Et malheureusement, certains même sont décédés. Oui, et Patrick est là pour témoigner de cela. Patrick, je crois que vous-même avez perdu votre licence suite à des effets secondaires de... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé?
Oui, tout à fait, Xavier. En fait, moi, je me suis retrouvé à faire ma visite médicale annuelle, comme tous les pilotes des compagnies aériennes, où là, tout était correct, l'électrocardiogramme, tout était correct. Un mois après, j'ai été vacciné pour le Covid pour pouvoir continuer à garder mon métier de pilote. Et 6 jours après, j'ai été obligé de faire un contrôle et on s'est rendu compte en fait que j'avais eu un problème cardiaque. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, je suis arrêté, je ne peux plus travailler. Donc vous avez perdu votre licence, c'est ça? À l'heure actuelle, j'ai perdu ma licence et je suis cloué chez moi en attendant de pouvoir retrouver toutes mes aptitudes pour pouvoir revoler. Et il y a eu un lien de causalité qui a été établi entre la vaccination et les effets secondaires que vous avez subis? Alors, je vais dire qu'il y a eu un lien qui a été détecté et signalé par le médecin aéronautique. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de solution à ça. Donc, il y a des dossiers qui ont été faits pour le signaler, mais je vais dire, il n'y a pas eu de suite à ça, si ce n'est que je suis toujours dans l'attente d'avoir une aptitude pour pouvoir reprendre les vols. Donc vous êtes dans une espèce de no man's land juridique qui fait que c'est reconnu sans être reconnu, c'est traité sans être traité quelque part. Voilà, tout à fait. En fait, ça a été signalé. Le problème, c'est que entre le moment où ça a été signalé et aujourd'hui, il n'y a pas eu plus d'examens qui ont été faits pour voir si tout revenait dans l'ordre. Et à ce jour, je suis toujours en attente de pouvoir retrouver mon aptitude médicale pour pouvoir reprendre les vols. Donc c'est difficile pour vous puisque c'est quelque part, j'imagine, pour tous les trois une passion de voler et donc ça vous empêche à la fois d'exercer votre métier et d'exercer une forme de passion. Je vais dire que je vais parler en tant que pilote, c'est-à-dire que pour moi, je vais dire que c'est une double peine, puisqu'en fin de compte, nous avons été obligés de nous faire vacciner pour pouvoir continuer à travailler. Donc déjà, ça a créé des problèmes au niveau de notre santé, mais ensuite, ça a des dégâts, je vais dire, collatéraux, puisqu'en fin de compte, on a perdu notre travail. Qui dit perte de travail dit perte financière, et on a tous des familles à faire vivre, et on se retrouve à essayer de trouver une solution pour que ce soit moins dramatique. Alors merci Patrick pour ce témoignage. Peut-être on va reprendre un peu de hauteur et revenir en arrière parce que vous trois en tant que pilote, vous êtes là donc pour garantir la sécurité, la confiance au niveau des passagers. On n'est pas là pour faire on va dire, de la de la dramaturge à ce sujet. Mais ce que j'aimerais comprendre, c'est que quand on a un signal comme celui de Patrick, qu'est-ce qui se passe quand on est commandant de bord, quand on est pilote? Quelles sont les règles que vous devez suivre? C'est-à-dire que vous voyez un collègue qui a un problème, vous avez un process. Est-ce que c'est comme un repas qui est avarié? Est-ce que c'est comme un problème physique sur un appareil ou un logiciel? Donc en fait, vous avez un signe faible. Quelles sont les procédures de gestion des risques? C'est un secret de polichinelle. On va dire que la sécurité des vols et le management de cette sécurité des vols, c'est vraiment la clé de voûte, la colonne vertébrale de notre activité. Tout est régi selon ce principe-là. Alors, au niveau des cockpits, évidemment, le principe de base, c'est l'écoute de tout signaux faibles. C'est-à-dire que dès qu'on a un signal à bord qui paraît suspect ou bizarre, on ne le traite pas à la légère, on le considère de manière à l'évaluer, on investigue et éventuellement on prend des mesures correctives. Je vous donne un exemple que peut-être certains de nos auditeurs ont vécu. Vous êtes à bord et un passager nous dit bah, il y a quelque chose de bizarre sur l'aile, là, regardez, etc. Ça nous est rapporté par le personnel de cabine, mais on ne traite jamais ce signal à la légère. 9 fois sur 10, ça n'est pas grave, mais on le considère, on va le regarder parce qu'on ne sait pas ce que ça peut donner. Ça, c'est un principe. Mais ce principe-là, il est élevé aussi à tout niveau, au niveau des compagnies aériennes, au niveau des autorités de tutelle et au niveau aussi des agences comme l'EASA. C'est un principe général qui consiste à dire que dès qu'il y a un changement, une modification, un problème qui est rapporté, on le considère,
on l'enregistre, on le traite, on l'évalue, on quantifie le risque et en fonction de cette évaluation, on prend des mesures correctives. Cela est fait pour tout. Vous changez un casque à bord d'un avion, vous faites une étude de sécurité. Même pendant le Covid, il y a eu des études de sécurité. Il faut savoir que lorsque le masque a été imposé à tout le monde, on l'a imposé également dans les cockpits, mais là, à ce titre-là, il y a eu une étude de sécurité. C'est-à-dire qu'on est allé regarder si le port du masque à bord, dans les cockpits, ne faisait pas obstacle à la sécurité des vols, notamment en termes de transmission avec le contrôle aérien ou en cas de dépressurisation d'urgence, lorsqu'on doit poser les masques à oxygène, est-ce que cela posait un problème? Là, il n'y a eu absolument aucun souci et le système a fonctionné. Et ce qui nous étonne un petit peu, nous, dans notre collectif de navigants, c'est que pour la vaccination et les effets secondaires, alors même que nous avons autour de nous des témoignages, on connaît tous un ami qui a un problème cardiaque, etc. Je ne dis pas que ça concerne toute la population, bien évidemment non. Mais là, eh bien, on a le sentiment que ce système-là, qui aurait dû se mettre en place normalement, eh bien, il n'a pas fonctionné, avec le sentiment qu'il y avait des enjeux supérieurs qui dépassaient l'aérien pour que la vaccination soit appliquée à nous, comme pour tout le monde, de manière unilatérale et simultanée. Laurent, vous, en tant que commandant de bord, vous avez d'autres exemples à partager avec nous sur la gestion des risques qui pourraient illustrer, on va dire, ce propos, avant qu'on passe vraiment spécifiquement aux éléments médicaux, on va dire, de la... Alors, je dirais, comme ça a déjà été dit, nous exerçons un métier passion. Ce métier implique de nous un engagement total, des renoncements, une vie sociale un petit peu particulière, une vie familiale également qui est rythmée par nos cadences de travail. Cet engagement, il a été total aussi au service de nos compagnies pour redémarrer l'activité quand il s'est agi de reprendre les vols. Et nous avons donné notre confiance au système, le système de sécurité des vols, le système de management du risque qui nous entoure depuis de très longues années. Et malheureusement, nous avons observé des choses inhabituelles, c'est-à-dire des collègues qui étaient très sportifs, qui avaient des difficultés respiratoires, d'autres qui ont fait des AVC, etc., etc. Nous avons eu des incapacités en vol aussi, des collègues qui étaient tombés dans les pommes pendant un vol, pendant une mission. Et à ce moment-là, nous nous sommes posé des questions. Nous avons dit, mais voilà, notre système de management de la sécurité, que fait-il? Comment prend-il en compte tout ce qu'on peut constater? Et donc, il y a eu une interrogation. Nous avons demandé à nos responsables de nous expliquer ce qui se passait, quelles étaient les mesures de mitigation prises face à ces événements, on va dire, qui survenaient et qui nous surprenaient. Et quelque part, nous avons un petit peu perdu confiance dans notre système de management de la sécurité parce que nous n'avons pas obtenu de réponse. Donc, en fait, tout ce que vous avez observé là, vous êtes tous les trois francophones. J'imagine que l'anglais est la langue, on va dire qu'on parle de manière courante. Vous avez parlé avec des collègues dans d'autres pays. On a vu aux États-Unis les Freedom Flyers, on a vu les US Freedom Flyers, on a vu aussi des gens en Australie. Il y a énormément de vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, qui parfois contribue un peu à créer une forme de peur. Et moi, j'aimerais pas qu'on rentre justement dans ce domaine. J'ai notamment entendu qu'il y avait des personnalités riches qui demandaient à 2 pilotes, dont un non vacciné. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est de vrai et du faux, parce que je pense que c'est important qu'on se dise, attention, le risque, c'est bien la gestion du risque, mais il faut pas en rajouter, parce que sinon, on tombe dans la psychose, et c'est l'effet inverse. Absolument. Bon, déjà, les questions qu'on se pose ici en France, au sein des navigants libres, ces questions-là, en tant que professionnels de l'aviation, elles se posent partout dans le monde. Nous sommes en contact avec effectivement les US Freedom Flyers aux États-Unis, mais les Free to Fly du Canada, les aussi Freedom Flyers en Australie. En fait, on se pose tous les mêmes questions et effectivement là-dessus,
il y a des communications qui vont sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fausses interprétations ou d'exagérations, etc. Y a-t-il des cas de décès de jeunes personnes ou de jeunes navigants recensés dans le monde qui posent question alors que depuis 20-30 ans, on n'en entendait pas parler et on ne voyait pas ces cas-là. Un jeune qui décède d'une crise cardiaque à 30 ans, c'est quand même relativement rare. Oui, il y a des cas. Combien sont-ils? Nous ne savons pas. Nous en avons recensé quelques-uns. Vous avez fait mention de, vous avez fait mention de la vidéo. Où il y avait en fait, une vidéo où on disait qu'il y avait que les personnalités qui avaient des jets privés imposaient d'avoir 2 pilotes, dont un non vacciné. Bon, alors là, on a de toute façon tout de suite mettre fin au démenti. En fait, il y a toujours une part de vrai là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de faux. En fait, tout ça vient du témoignage de nos collègues australiens qui ont été effectivement contactés par des privés, à titre privé, propriétaires de jets, pour savoir pour les mettre en relation avec des pilotes non vaccinés. Mais on va dire que c'est un épiphénomène. Et là où il y a eu exagération et déformation du propos, c'est que certains se sont amusés à dire que en fait le forum C'était économique, généralisé. voilà, ça a été complètement généralisé et complètement exagéré. Non, c'était juste un phénomène qui a été exagéré. Voilà. Donc effectivement, et même si, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, on a recensé des incapacités en vol douteuses, on n'est pas en mesure de pouvoir faire une statistique globale pour pouvoir mesurer l'impact réel. On n'est pas en capacité de mesurer la gravité, l'intensité de ces phénomènes-là. On demande simplement à savoir s'ils sont pris en compte et analysés. Voilà. Donc, on ne fera aucune interprétation sur ces chiffres et surtout, on ne veut pas être alarmiste et dire qu'un pilote sur deux va tomber dans les pommes dans les avions. Alors la chaîne de confiance fait que vous avez des yeux, vous avez des oreilles, donc les contrôleurs aériens, les autorités de tutelle, donc l'EASA, la DGAC. Vous avez aussi des procédures sanitaires de santé à suivre. Donc quelque part, vous êtes parmi sûrement les personnes les plus suivies d'un point de vue santé, où c'est le plus strict. Et quand vous demandez à l'EASA qu'est-ce qu'ils font à ce sujet, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Je ne sais pas. Euh, Laurent ou Stéphane, un de vous deux peut répondre. Peut-être Laurent, parce que vous avez mentionné, on va dire, les autorités de tutelle tout à l'heure. Alors, je dirais que ce qui est intéressant de comprendre, c'est que quand on vit une incapacité en vol, nous déclarons une urgence. La première chose que nous devons faire quand un de nos collègues est en incapacité, l'attachons, reculons son siège de manière à ce qu'il ne touche pas aux commandes de vol, et ensuite nous réorganisons le travail en monopilote et nous déclarons à l'ATC un Mayday, qui signifie nous sommes dans une situation de détresse et nous demandons l'assistance maximale en vue d'un atterrissage proche sur le terrain de secours le plus proche. Donc c'est une situation qui en soi n'est pas anodine et nous vivons quelques événements régulièrement dans le ciel européen de ce type. Évidemment, c'est un signal en soi et donc nous demandons à nos autorités d'y répondre. La question, si on se situe d'un point de vue accidentologie, on utilise ce qu'on appelle la pyramide de Burt, qui est la pyramide qui est constituée de plusieurs étages. Et en fonction de la gravité, on veut que l'étage soit le moins fourni possible. Le- une incapacité simple, ensuite une incapacité avec décès, et puis tout en haut, au sommet, le crash que l'on souhaite éviter. Et donc pour ceci, on doit pouvoir adopter des mesures d'atténuation du risque, des mesures de précaution, des mesures proactives, c'est-à-dire avant que l'accident n'arrive, de manière à ce que l'événement ultime n'arrive jamais. Et donc, nous avons posé toutes ces questions à nos autorités et nous n'avons pas de réponse.
Vous dites que donc les autorités comme l'EASA et la DGAC ne vous donnent pas de réponse. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas? Parce que tout à l'heure, comme disait Patrick, dans le cadre de dans son cas, eh bien peut-être que la science médicale ou la recherche ne sait pas encore, mais quelque part dans la gestion du risque, dès qu'il y a un signal faible, ça devrait être enregistré. Donc il y a une forme d'antinomie entre la gestion du signal faible et on va dire l'observation de terrain. Ça va au-delà, Xavier. En fait, pour être un petit peu didactique, vous expliquez que la, la médication du personnel navigant est extrêmement réglementée. Elle est réglementée au niveau de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Vous pouvez tous consulter en ligne le manuel de médecine aéronautique. Et si vous vous y plongez dedans, vous voyez que prendre des médicaments pour un PN n'est pas anodin. Vous avez toute la liste de PN, c'est médicaments. personnel navigant. Personnel navigant, tout à fait. Vous avez toute la liste des médicaments pour lesquels il faut faire attention, qui sont recommandés ou déconseillés ou interdits, ou sur lesquels il faut une prescription médicale. Ça va des antihistaminiques aux produits pour la toux. Et dans ce cadre-là, dans ce document-là, je voulais vous lire ce qui est marqué texto dans ce document, qui a été décliné au niveau des agences, c'est-à-dire la FAA américaine, l'EASA au niveau de l'Europe, et donc qui aboutit en des textes réglementaires au niveau de l'Union européenne, qu'on appelle la part MED de l'AirCrew pour les spécialistes. Vous retrouvez tous ces textes-là, tous ces principes. Et là-dessus, il est marqué clairement que un médecin examinateur, sachant que c'est un guide à l'usage des médecins examinateurs, ceux qui sont dans les centres d'expertise médicale du personnel navigant, ceux qui auront donc délivré à Patrick ceux qui ont son certificat. l'autorité pour délivrer nos certificats. Le médecin examinateur devrait éviter de recommander des médicaments nouveaux sur le marché. Mieux vaut attendre qu'un médicament soit bien établi et que tout effet secondaire soit connu. C'est marqué noir sur blanc. Alors, effectivement, par rapport à ce texte, l'EASA a réagi. Elle a publié le 25 mars 2021 un CIB, un bulletin d'information de sécurité, parce que face à cette réglementation, ils étaient obligés de faire quelque chose et de faire une recommandation. Ce texte, tout le monde peut se le procurer en ligne sur le site de l'EASA. Il est du 25 mars 2021, donc quelques mois après le début de la campagne de vaccination. Et qu'est-ce qu'il nous explique, ce texte? Ce texte nous dit: nous recommandons la vaccination de tout le personnel navigant. Il explique aussi que l'EASA n'a aucun recul, notamment au niveau des risques aérosanitaires. Elle est là la particularité. C'est mesurer l'effet d'un médicament concernant ses effets secondaires pour des personnes qui sont en vol. Notamment, on sait très bien que le risque thrombotique, par exemple, est un facteur de risque lorsqu'on est en vol. Donc, quand on additionne les facteurs de risque, que se passe-t-il? Avec l'altitude, en fait. Avec l'altitude, exactement. Malgré la et la déshydratation. Avec l'altitude et la déshydratation. Donc, l'EASA a publié ce bulletin de recommandation et effectivement émet une recommandation. La seule recommandation qu'elle fait tient en une phrase: les pilotes ne doivent pas voler 48 heures, voire 72 heures après l'injection. Et ils expliquent que les effets secondaires à long terme, pour l'instant, ils ne les connaissent pas. Et donc, si jamais un pilote a un effet secondaire, eh bien, il a l'obligation d'en référer à son médecin examinateur. En gros, toute la responsabilité a été portée sur les pilotes à titre individuel. Est-ce que c'est quelque chose de robuste d'un point de vue de la sécurité des vols? Nous nous posons la question. Surtout que le 25 mars 2021, où l'EASA explique aussi dans ce CIP que n'ayant aucun recul sur les effets secondaires potentiels, il conviendra de les mesurer et de voir si effectivement les recommandations de l'EMA étaient valides. Ils ne sont pas allés dans ce détail-là, mais si vous lisez l'esprit de ce CIB, voilà ce qui est écrit. On est un petit peu étonné que depuis le 25 mars 2021, nous n'ayons eu plus aucune communication. Donc c'est pour ça que Laurent a expliqué qu'il y a une forme de perte de confiance, c'est parce que quelque part, il y a une rupture dans la chaîne de l'évaluation du risque lié à cette injection? Disons que ce qui est étonnant, c'est que ce sujet-là, qui nous semble un sujet, et qui devrait être traité au même titre que les autres signaux faibles, mais là, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Tout à l'heure, vous parliez de sujet tabou, et normalement, pour avoir le risque zéro dans l'aérien, il ne devrait pas y avoir de sujet tabou. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Après, un risque, il peut être mesuré, mais mesuré de manière proactive. C'est l'esprit des textes. C'est-à-dire que les textes émis par l'EASA
dont la DGAC est censée faire appliquer et contrôler pour la France, exigent une attitude proactive au niveau de la sécurité des vols. C'est-à-dire qu'on va chercher, justement, on va essayer d'écouter ces signaux faibles et on les prend en compte. Et non pas une attitude passive. Là, sur ce sujet-là, on a quand même l'impression que notre autorité de tutelle est relativement passive. Nous lui avons posé ces questions au mois de juillet. Nous n'avons pas eu de réponse. On a réitéré nos questions par voie de huissier au mois d'août. On n'a pas eu de réponse. Au mois de septembre, pardon, on n'a pas eu de réponse. Et eh bien, on va chercher à avoir une réponse en passant par la justice à présent. Donc, en tant que commandant de bord, quelque part, dans votre appareil, vous êtes souverain, vous avez une autorité qui vous est conférée par la voie légale, on va dire, cette autorité. Donc, est-ce que vous avez la possibilité de décider de ne pas voler parce que vous sentez que la sécurité, soit de vos pilotes, soit de vos passagers, n'est pas garantie? Alors, c'est même, et c'est là que le système, c'est un peu le côté pervers du système, c'est-à-dire que ce système-là, au niveau des textes, il est écrit noir sur blanc dans nos textes et la partie médicale que un pilote n'a pas le droit, il est de sa responsabilité de ne pas voler s'il ne se sent pas en état d'accomplir ses fonctions. C'est la fameuse question que posent les anglo-saxons, Are you fit to fly? Et donc, ça fait partie de nos exigences de ne pas voler si on ne se sent pas capable de voler. Mais le sujet est délicat parce qu'on peut avoir un problème médical qui l'attend, on ne sait pas, et il n'est pas aussi simple. C'est sûr que si on a 39 de fièvre et qu'on est cloué au lit, la question ne se pose pas. Donc la réponse à la question d'un point de vue pratique n'est pas aussi simple. D'accord. Laurent, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres exemples de certification? Je suis en train de penser, parce qu'il y a un avion, quoi, le 737 MAX, qui avait été mis au sol par les autorités américaines parce qu'il y avait une modification dans le logiciel qui entraînait des risques, sur lequel on sait qu'il y a eu des conséquences fatales, je crois, dans 2 vols. Est-ce que c'est toutes ces modifications qu'on voit sur les appareils et qui demandent une certification, est-ce qu'aujourd'hui, en fait, ce produit, cette injection a eu cette certification? Il me semble qu'elle n'a pas rempli cette certification. Alors, effectivement, Xavier, vous avez raison, il n'y a pas eu de certification à proprement dit euh, de ces produits de vaccination. Et je dirais, contrairement à ce qui se passe de manière usuelle pour nos ordinateurs de bord, qui eux-mêmes sont certifiés, passent des batteries de tests et même des tests de défaillance, et donc de visualisation de la conséquence de la défaillance, etc., etc., euh, ces produits, en fait, ont été utilisés de manière expérimentale et derrière, sans vérification. C'est-à-dire, on est en fait toujours dans la phase expérimentale et on ne retient pas les leçons de cette expérience. C'est ça qui est très intéressant. Et je dirais, il y a eu aussi une autre démarche intellectuelle, c'est que on réfléchit toujours au risque collectif. Et là, il y a eu comme un glissement sémantique où le risque collectif a été transféré à un risque individuel. C'est-à-dire que on a considéré qu'un pilote qui donc avait une vaccination était protégé d'une maladie sans regarder les conséquences que ça pouvait avoir sur sa propre santé. Et c'est ça qui est nouveau, on va dire, comme démarche intellectuelle dans notre milieu. Alors, vous dites sur sa propre santé, mais aussi il exerce une profession qui inclut la gestion du risque et donc sur les conséquences d'exercice de son métier. Voilà, alors je voulais évoquer tout à l'heure en parlant d'incapacité en vol, et j'ai peut-être pas été au bout de la démarche. L'incapacité en vol, elle est déjà prévue dans les textes réglementaires, et donc quand il y a un des pilotes qui est en incapacité, on passe en situation de détresse. C'est prévu, mais ça doit arriver assez peu souvent, premièrement. En revanche, ce qui n'est pas prévu, c'est la double incapacité. Si jamais deux pilotes devaient être en incapacité ensemble, et ben là, il n'y a plus de filet de sauvegarde. C'est le risque ultime.
Bon, c'est des probabilités qui sont excessivement faibles, juste quand même pour rassurer les passagers qui sont là. Mais vous vous posez ces questions parce que ces risques faibles dans la pyramide des risques, vous devez les analyser et votre habitude, c'est de ne laisser rien au hasard, on va dire. Dans le cadre de l'écoute des signaux faibles, on peut avoir d'autres indicateurs. Par exemple, l'association de prévoyance du personnel navigant, donc notre association qui assure l'assurance de certains pilotes volontaires, c'est une assurance facultative pour la perte de licence. Donc si on le souhaite, on peut contribuer, on peut adhérer et avoir une indemnité si on perd notre licence. Tous les pilotes ne sont pas à la PPN. Mais la PPN, cette année, a envoyé un courrier en expliquant que elle n'avait jamais vu ça, elle était déficitaire, et que cette année, il y avait eu un taux record en 2021 de perte de licence. Voilà. Un autre signal qui nous dit, Donc ça, c'est qui par exemple le cas de confirmerait... Patrick qui a perdu sa licence, qui peut plus exercer son En métier. 2021, Et donc ça, c'est une caisse qui va aider à subvenir à ses besoins le temps qu'il récupère sa licence. C'est ça, comme une assurance classique. Là, c'est sous le titre associatif, mais vous avez beaucoup d'autres assurances. Alors, je vais pas les... Donc c'est la solidarité, on va dire, et le système de l'assurance. Voilà, c'est plutôt une mutuelle. Et voilà, ou mutuelle. Et Patrick, vous-même, vous avez fait appel à cette mutuelle de manière à subvenir à vos propres besoins et aux besoins de votre famille? Alors moi, dans un premier temps, je n'étais pas affilié à cette assurance, donc à l'heure actuelle, je ne bénéficie pas de grand-chose, puisqu'en fin de compte, les seuls revenus que j'arrive à obtenir à l'heure actuelle sont des revenus qui me sont donnés par la sécurité sociale, qui est une partie de mon salaire de base. D'accord. Donc vous êtes en incapacité, en arrêt maladie, quoi. Tout à fait, je suis en arrêt maladie depuis plus d'1 an. Donc ça coûte au système et en même temps, on n'est pas capable de vous donner de réponse. Et quelque part, j'imagine que quand vous parlez avec vos amis qui savent que vous êtes pilote, ils peuvent se poser des questions sur ce qui est en train de vous arriver, parce que vous êtes sportif et en pleine forme. Ben, tout à fait, puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport, qui en est fait même à haut niveau, et au jour d'aujourd'hui, le sport, j'en refais, mais en faisant attention. Mais par contre, à côté, il est sûr que pour subvenir à tous les besoins courants, je vais dire, on est obligé de s'adapter, puisque on va dire que le salaire a quand même sérieusement diminué. Alors, on sait en général que les pilotes, les commandants de bord, vous avez des salaires qui sont largement supérieurs à ceux des personnels navigants. On ne va pas rentrer dans ce débat et ni le fait que vous exercez un métier à risque. C'est normal que vous soyez bien payé. Par contre, la solidarité internationale et la solidarité avec des gens comme Patrick, elle fonctionne donc avec des associations, des collectifs comme le Navigant Libre. Au niveau de la solidarité pour ceux qui ont... On est en train de le mettre en place, au niveau de notre collectif des navigants libres. On essaye effectivement de développer l'entraide et la solidarité entre pilotes. Notre mouvement est transcompagnie. Donc voilà, il dépasse transcompagnie, c'est-à-dire qu'il concerne toutes les compagnies françaises ou même les compagnies étrangères qui offrent des contrats de travail de droit français. Là, on parle des pilotes. Le personnel navigant de cabine, ils sont aussi dans votre collectif? Je vous remercie Xavier voilà, je voudrais pas qu'on oublie aussi nos personnels navigants commerciaux, donc nos hôtesses et nos stewards. Et je voudrais simplement rappeler qu'ils font partie intégrante De la famille. de la chaîne aussi de sécurité des vols. Et nous sommes également affectés lorsque eux aussi sont en incapacité. Les passagers, les usagers ont tendance à l'oublier. Les PNC, leur premier rôle, c'est d'assurer la sécurité des passagers dans la cabine. Comme on dit, ce sont nos yeux et nos oreilles. Et en cas de problème, ce sont eux qui vont assurer la sécurité des passagers pour les faire évacuer, les faire sortir de l'avion, etc. Donc, on a également besoin d'eux et ils font partie intégrante de l'équipage et du système de sécurité. Et voilà, vous le savez pas, mais à chaque fois que vous prenez l'avion, que vous décollez, eh bien les PNC sont dans leur tête, se remémorisent les procédures d'urgence dans leur tête de manière à être prêts à intervenir si nécessaire. Et je vous remercie de m'avoir donné Ouais, pour moi, c'est l'occasion important. Je vais même parler des de parler passagers, d'eux. parce qu'en fin de compte, vous parlez des pilotes donc, et des signaux faibles. Est-ce que vous voyez des signaux faibles émerger au sujet des passagers? Est-ce que vous avez eu à faire des procédures d'urgence plus que d'habitude? Je ne sais pas. Alors, c'est pareil. Je voudrais être très prudent là-dessus. Moi, à titre personnel, j'ai fait mon premier déroutement
médical sur un AVC, c'est une personne de 35 ans, donc voilà, je peux en tirer toutes les conclusions que je veux, etc. Mais je n'en ferai pas de statistiques. Donc je vous répondrai, nous ne savons pas s'il y a une augmentation ou pas des déroutements en vol pour raison médicale. Maintenant, ce problème, il est général. Que dit le manuel de médecine aéronautique? Il dit en gros que si vous avez un problème pathologique qui peut vous amener à perdre connaissance ou décéder dans la vie, les statistiques qui ont été faites disent que vous avez une chance sur 100 que ça arrive en vol. Voilà. Et 99 sur 100 que cela arrive au sol. Donc je voudrais aussi ne pas être alarmiste et rassurer vos auditeurs sur le fait que l'aviation reste quand même un moyen de transport sûr. Tout à fait. En fait, je pense que c'est même le moyen de transport où au nombre de kilomètres parcourus et par passager est le plus sûr au monde. Et tout ça, c'est grâce à toutes ces procédures. Mais pourquoi est-il sûr, Xavier? Il est sûr parce que justement, nous avons appliqué ces principes. Ces principes qui sont devenus élémentaires, qui font partie de notre ADN, qui consistent à ne rien négliger, à tout écouter et à tout considérer comme un risque et ne pas balayer d'un revers de main un problème potentiel. Voilà. Le problème que l'on voit par rapport... Alors pourquoi on en est arrivé là? C'est peut-être un avis personnel là-dessus, mais il me semble que on est parti du postulat de base que ces nouveaux vaccins, qui ont été faits quand même relativement rapidement, contre la Covid-19, c'était équivalent au tétanos, au vaccin contre le tétanos ou la fièvre jaune. Voilà. Donc le sujet n'est pas être vacciné ou pas, parce qu'un vaccin comme le tétanos ou la fièvre jaune est éprouvé. Et concernant tous les nouveaux médicaments, on ne les administre pas normalement au personnel navigant s'ils ne sont pas éprouvés. Vaccin tétanos, fièvre jaune, ça n'est même pas un sujet. Il est éprouvé, il n'y a quasiment pas d'effets secondaires, ou tellement peu qu'ils sont négligeables. Mais la question sur ces nouveaux vaccins de Covid-19, de savoir si les effets secondaires sont du même ordre que ceux du tétanos ou du vaccin contre la fièvre jaune, se pose, et nous aimerions bien avoir des réponses à ce sujet. Donc, j'imagine que vous avez tous vos carnets de vaccination à jour pour le tétanos, pour la fièvre jaune, pour pouvoir aller dans les divers pays si jamais vous allez dans ces pays-là. Donc, on ne peut pas dire que vous êtes anti-vax. Vous vous posez les questions de l'analyse du risque, que ce soit un vaccin ou un médicament, ça aurait été la même chose en fait. Absolument, vous pouvez rajouter hépatite B, oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Donc, en fait, vous faites votre métier d'évaluation des risques, de la gestion des risques. Vous attendez donc que les chaînes de commande et les régulateurs fassent la même chose. Vous n'avez pas de réponse aujourd'hui. Tout à l'heure, vous avez dit que vous alliez chercher ces réponses par voie de justice. C'est quand même un petit peu désolant puisque normalement, la chaîne de commande aurait dû gérer ce genre de choses. Donc, quelles sont les actions que vous avez entreprises? Donc, effectivement, au départ, nous posions un certain nombre de questions. Nous avons mis le sujet sur la table. S'agissant d'un sujet sur la prise en compte des effets secondaires de la vaccination Covid-19 dans le cadre du système du management de la sécurité, nous nous sommes adressés en fait aux autorités responsables, c'est-à-dire l'Agence européenne de sécurité aérienne, l'AESA, et la Direction générale de l'aviation civile. Voilà. Nous avons reçu effectivement une réponse de l'AESA, mais je ne vous ferai pas l'affront de vous la lire. C'était quasiment une fin de non-recevoir et une répétition de leur cible du 25 mars où ils expliquaient que, bon, d'après ce que l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, dit, il n'y a aucun risque. Donc, et la pandémie était grave, donc il fallait que vous fassiez ils disent vacciner. en fait, quand ils ne sont pas médecins, ils ne sont pas compétents, donc ils demandent à l'autorité compétente sans faire l'analyse de ce risque particulier. Même si à l'intérieur de l'AESA, vous avez un pôle médical qui est censé faire son travail pour tout le reste. Mais dans ce domaine-là, ils se sont effectivement, dans leur réponse, totalement abrités derrière les recommandations de l'EMA et de l'Organisation mondiale de la santé pendant la période de la pandémie. Donc l'EMA, c'est l'Agence européenne du médicament. C'est ça. Il n'empêche que, en tant qu'agence de sécurité aérienne, ils sont tenus via leurs services et via les différentes autorités de tutelle, d'étudier les conséquences sur le risque aéromédical. Voilà. Et nous aimerions avoir... Donc là, vous aimeriez qu'ils fassent une étude de risque, une étude d'impact et qu'on vous remette des chiffres, une quantification
Nous aimerions savoir si, notamment alors au niveau français, la Direction générale de l'aviation civile considère que les effets secondaires de la vaccination du vaccin Covid-19 est un risque à prendre en compte et qu'elle mette en place, qu'elle l'intègre dans le système de management de la sécurité avec des contraintes pour les compagnies aériennes, de manière à poser les bons indicateurs de performance de sécurité, de manière à s'assurer que cela constitue un risque acceptable pour la sécurité aérienne. Donc ça pourrait mener à ce que, par exemple, dans votre checklist que vous faites avant le décollage, que vous vérifiez si jamais telle personne a été vaccinée depuis combien de temps. Donc c'est une petite case à cocher. Non, en fait, il s'agit de poser les bons indicateurs de performance, de sécurité et en fait, les indicateurs, leur a même suggéré de les regarder, c'est-à-dire une étude approfondie et un historique, des pertes de licence du personnel navigant, qu'il s'agisse des pertes définitives ou temporaires. Donc là, les données sont disponibles, on va dire. Exactement, et de pouvoir faire une étude également pour savoir s'il y avait une augmentation ou pas d'incapacité en vol euh, pour, euh, pour raison médicale. Et sans... Alors effectivement, il y a le secret médical, mais les études que nous demandons sont totalement anonymes, donc on ne voit pas en quoi... Avec une imputabilité au vaccin, hein. Enfin une imputabilité, une analyse de causalité. Alors, sans aller jusque-là, on voudrait savoir, juste sans en fait faire le lien forcément avec la vaccination, la question que nous posons, c'est de voir si effectivement il y a eu une augmentation, par exemple des pertes de licence, savoir quand elle a eu lieu, et effectivement on pourra faire une corrélation temporelle avec la vaccination, de manière à après continuer le travail et éventuellement se poser la question. Patrick et Laurent, est-ce qu'il y a des points additionnels que vous aimeriez ajouter dans le cadre de cet entretien essentiel qui est pour moi est primordial pour tous ceux qui prennent l'avion et même pour on va dire, les Français qui nous écoutent, parce que aujourd'hui, comme je crois que vous l'avez dit au début, c'est un sujet un peu tabou. Aujourd'hui, c'est justement pas un sujet tabou chez François et on essaie de traiter ce sujet d'une manière, enfin, avec beaucoup de précautions, parce que je pense qu'il faut le traiter avec beaucoup de précautions pour pas créer une psychose, ne pas remplacer la peur d'une maladie par la peur de un autre effet. Patrick, vous, en tant que, on va dire, victime d'un effet secondaire aujourd'hui, un an sans travailler, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez que les auditeurs de François gardent à l'esprit? J'avoue que je ne saurais pas quoi leur dire exactement là-dessus, et sachant que ben, quand on se retrouve à être victime parce qu'on est quelque part un petit peu victime de ce vaccin et de cette obligation que nous avons eue. Mais après, comme le disait Stéphane, c'est que ben, on est conscient qu'on a quand même une responsabilité à bord d'un aéronef et qu'on ne peut pas s'amuser avec notre santé vis-à-vis des gens qu'on amène avec nous, quoi. Donc, on restera toujours, même si c'est à notre détriment, on restera toujours vigilant sur le fait qu'on n'a pas envie de faire jouer la sécurité des vols. Merci Patrick. Laurent, de votre point de vue, Alors, de mon point de vue, j'ai envie de répondre à la question du sujet de est-ce que c'est tabou ou pas. Je dirais que, bah, bien sûr, il y a d'abord le principe du secret médical et la vaccination, en théorie, et de la liberté individuelle. Il se trouve que nous, de fait, euh, le, puis- par les contraintes de notre métier, les contraintes de traverser les frontières, etc., c'était une obligation de fait. Et donc, ça a créé en nous des injonctions paradoxales. Et donc, c'est difficile de répondre de manière complètement objective. Je dirais juste un élément de réponse. Nous avons appris que certains critères médicaux ont été modifiés aux États-Unis, euh, où, euh, où la détection de toutes les anomalies cardiaques, le seuil critique des périodes PR avait été modifié de 200 millisecondes à 300 millisecondes pour les visites médicales de nos collègues américains. Voilà, donc pour dire que on voit les conséquences et c'est difficile de l'apprécier d'un point de vue individuel. C'est pour ça que nous demandons à nos autorités une réponse qui soit globale,
qui soit objective, qui puisse permettre de travailler sur des séries de grands chiffres et non pas s'attarder aux cas individuels que nous connaissons tous. Juste pour ma gouverne et les auditeurs, de passer de 200 PR à 300 PR, c'est un assouplissement ou un renforcement, on va dire, Ah, c'est un assouplissement des critères médicaux et spécifiquement sur les critères de bonne santé cardiaque. Donc, ce qui pourrait dire qu'en fait, on accepte des pilotes qui seraient potentiellement en moins bonne santé cardiaque, c'est ça? C'est ce que je comprends, mais je ne suis pas médecin. D'accord. Je ne suis pas médecin non plus, mais c'est juste pour qu'on comprenne la direction, sans que, bien sûr, ça ne soit il faudrait poser la question à un cardiologue pour ce. Et Stéphane, juste peut-être le mot de la fin pour ce long entretien. Oui, le mot de la fin, la conclusion. Je vais enfoncer le clou sur ce qu'a dit Laurent et sur l'omerta, le fait que c'est extrêmement difficile d'en parler et que c'est un sujet extrêmement sensible. Lorsque nous avons fait poser question à la DGAC et à l'EASA, nous avons souhaité informer tous les médecins examinateurs de France de notre démarche. Ils sont 538. On a reçu des réponses, certaines hostiles, d'autres favorables, qui nous encourageaient, de médecins, mais qui souhaitaient garder l'anonymat et ne souhaitaient pas, voilà, ils souhaitaient en rester là. Donc on voit ô combien ce sujet est tabou et difficile à discuter, franchement, calmement, autour de la table. Parce que s'il avait été plus aisé d'en parler, je pense que sur nos courriers auraient reçu beaucoup plus de réponses. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois, donc Stéphane en plateau, Laurent et Patrick en duplex, de vous être prêtés à cet exercice de l'entretien essentiel pour clarifier un petit peu pour les auditeurs, mais aussi pour vos collègues, pour vos passagers, comment vous gérez le risque, comment vous avez pu évoquer ces sujets avec les autorités de tutelle, les difficultés que vous avez rencontrées probablement avec vos collègues, puisque vous n'aviez pas les mêmes points de vue. En fait, ce qui se passe dans la société civile, ce qui a divisé un peu les Français, se passe aussi dans le cockpit, si jamais je comprends bien. Ce sont des véritables sujets de sociétaux aujourd'hui, de société. Il y a le collectif de Où est mon cycle qui a réussi à faire reconnaître au travers du rapport de l'OPSCT les effets secondaires pour les femmes. Notamment sur leur cycle. Et aujourd'hui, au travers de cette démarche, vous essayez de minimiser le risque, de continuer à faire votre travail, d'assurer la sécurité des passagers. Je tiens à vous remercier d'être venu témoigner sur ce plateau. Je pense que ce sera un entretien qui sera énormément regardé parce que tout le monde se pose ces questions. Il y a beaucoup, comme on dit, de désinformation sur les réseaux sociaux et là, ça amène des réponses à beaucoup de choses, notamment dans la gestion du risque et l'approche professionnelle que vous avez. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Xavier de nous avoir invités et merci d'effectuer ce beau travail de sensibilisation autour de nous. Merci Xavier. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, chez François, on essaie de vous amener ce débat. Ici, c'est une forme de débat qu'on a eu. Ce débat qu'on aimerait avoir avec toutes ces autorités, l'IASA, que ce soit l'Agence européenne du médicament, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, afin d'amener une réponse non seulement aux pilotes, non seulement au personnel navigant, non seulement aux passagers, mais aussi à tous les Français. Au sujet de ces vaccinations que certains jugent aujourd'hui expérimentales parce qu'elles sont toujours en phase expérimentale, d'autres jugent sûres. En tout cas, le débat n'a pas eu lieu. Espérons qu'au travers de toutes ces procédures, ces débats auront lieu et ils se tiendront dans l'intérêt de la santé de tout le monde. Chez François, il n'y a pas de sujet tabou. Par contre, on essaye de les traiter de manière sérieuse et de manière loyale. S'il y a d'autres informations qui viennent, que ce soit de l'EASA ou de la DGAC, on réinvitera les navigants libres à venir nous en reparler parce que je considère que ce sont des sujets d'actualité importants pour toutes, même si le Covid est pour beaucoup de personnes derrière nous. Il est toujours important d'en tirer toutes les leçons. Je pense que les pilotes sont mieux placés que tout le monde, puisque quand il y a un accident ou un quelconque accident, il y a une enquête qui peut prendre des années pour en tirer les leçons. Cette leçon, c'est pour la sécurité de tous les passagers, c'est la sécurité de tous, mais aussi pour les familles, pour respecter les familles, ceux qui ont perdu la vie, de manière à pouvoir leur donner des raisons. Je pense qu'entre la leçon de l'analyse du risque et donner la raison, c'est important de le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet entretien essentiel et à bientôt sur François.